bonsoir à tous. Bienvenue à la boutique Potemkin. Voilà, vous connaissez peut-être le principe de nos rencontres, vous nous connaissez peut-être ou pas. Donc je fais un petit rappel tout de même. Donc Potemkin, c'est une maison d'édition, donc on édite des DVD. Il existe depuis une quinzaine d'années, et la boutique également existe depuis une quinzaine d'années. On essaie de rassembler ce qui se fait au niveau voilà, du patrimoine, des sorties un peu plus actuelles. Et puis on a tout un rayon livre où on essaie de rassembler aussi des sorties qui se font autour du cinéma. Et régulièrement, depuis une dizaine d'années, on accueille une fois par semaine un invité, une invitée autour de... le prétexte, c'est la sortie d'un DVD ou d'un livre, mais l'idée, c'est de parler assez librement, tranquillement, de cinéphilie, de faire le lien entre l'invité et la boutique, et puis de mettre en avant ce qui sort. Et cette semaine, donc, on est très heureux d'avoir avec nous Jean-Marc Lalanne, qui a eu la bonne idée de sortir un livre, Delphine Seyrig en construction. Donc voilà, on va discuter, on va échanger pendant une quarantaine de minutes, et puis après il y aura le moment de dédicace qui se fera ici ou là-bas. Évidemment, sentez-vous libre de poser des questions, voilà. Alors, je fais juste un petit rappel. Jean-Marc, donc tu es rédacteur en chef aux Inrocks, c'est comme ça que voilà, on te connaît aussi, on t'entend, on t'écoute parfois le dimanche soir aussi sur France Inter au Masque et la Plume. Moi j'apprécie toujours de t'entendre, tes critiques, beaucoup. Et puis ça me fait aller voir des films que parfois voilà j'hésite un peu à aller voir, et puis non vraiment je trouve que ce sont toujours des critiques assez stimulantes, constructives et personnelles. Donc voilà. Donc oui, je disais que tu étais rédacteur en chef aux Inrocks, également co-auteur donc de livres sur Fantomas, sur Jean Cocteau, sur Wong Kar-wai et sur Gus Van Sant. Donc c'est assez éclectique. Oui, en même temps moi j'y vois une logique personnelle. C'est que des auteurs que j'adore, et c'est des œuvres dans lesquelles je me suis très fortement projeté. Et je dirais que chez Gus Van Sant et Wong Kar-wai, même si leur style sont évidemment dissemblables, j'y vois quand même un goût pour la stylisation et une exigence formelle qui me les rend proches, et en même temps qu'une empathie très forte pour les personnages qui filment et qui me touche très personnellement. D'accord. Oui, c'est recevable. Mais première question, un peu rituelle que je pose à mes invités, c'est un premier souvenir, parce qu'avant de parler du livre, avant de parler de Delphine Seyrig, j'aime bien parler de la cinéphilie de l'invité. Donc c'est une première image ou un premier souvenir de cinéma, de salle du cinéma. Alors parfois des invités parlent de ce qu'ils ont vu à la télé aussi, parce qu'ils ont découvert les films qu'ils ont marqués via la télé. Mais toi alors, tu es originaire d'où déjà? Et d'une petite ville dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Orthez. Et quand j'étais enfant, dans les années 70, il n'y avait qu'un seul cinéma. Mais malgré tout, dans la France des années 70, dans une ville de 10 000 habitants, il y avait quand même un cinéma d'art et d'essai où j'ai pu découvrir des films de Bergman, de Bresson. Ah oui. Ouais. Je pense que l'état de l'art et essai aujourd'hui est quand même plus affaibli. Dans une ville de 10 000 habitants, il y a 40 ans, on pouvait encore voir des œuvres radicales, minoritaires. Et une première émotion ou une première image Alors la première image, c'est quand même la télévision, et j'ai un souvenir, je crois que j'ai 5 ans, lorsque je vois La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ah oui, donc très tôt. Ouais, voilà, donc c'était assez bonne pioche, suffisamment marquant, parce que j'ai fini par écrire un livre sur le cinéma de Cocteau. Et évidemment, j'étais extrêmement frappé par l'onirisme du film, par ce monstre émouvant incarné par Jean Marais. Et j'ai des plans, enfin j'ai vu depuis le film énormément de fois, mais l'effet qu'ont eu sur moi les plans de la première fois sont toujours intacts. Et quand je me souviens de certains plans, je me souviens du moment où je les ai découverts à 5 ans. Le visage qui fume de Jean Marais à un moment donné, sa souffrance physique, en proie à cette espèce de feu qui le consume. C'est des choses qui m'ont très fortement marqué enfant. Et comment ça s'est construit comme ça? Comment on construit une cinéphilie à Orthez? Alors, ça t'accompagne? C'est un rendez-vous que tu t'es donné, ou tu t'es senti tout de suite un peu chez toi dans cette salle de cinéma, ou où tu t'es dit tiens, il faut que je vois tout de tel auteur? Comment ça fonctionne? Comment ça se avant les auteurs, il y a eu les acteurs et les actrices, et plutôt les actrices. Et encore une fois, l'état, je parlais de l'état de l'industrie du cinéma d'art d'essai à cette époque.
qui a évolué, mais ce qui a encore plus évolué, c'est la présence du cinéma à la télévision, qui était très très forte à l'époque. Et il était possible, lorsque j'étais enfant, de voir des films de Truffaut, de Chabrol en prime time à la télévision. Donc assez tôt, j'ai pu me familiariser à des œuvres d'auteurs qui arrivaient jusqu'à mon foyer. Et j'ai développé une sorte de compulsion qui consistait à noter les filmographies d'actrices. Mais mes parents achetaient un programme de télévision très populaire qui était 7 jours. Ah oui. Et j'en découpais les articles sur les films et j'attribuais moi-même des notes, comme on le faisait Télé 7 jours. Et j'écrivais les notes que j'attribuais au film à côté de celles qu'attribuait le magazine. Donc Déjà, voilà, le masque déjà. la pulsion critique a été vraiment presque est venue dans un deuxième temps, mais un temps très court quand même, avec la cinéphilie. Il y a eu le désir de voir des films, de stocker une connaissance sur ces films, mais très vite aussi, j'ai vu comme une nécessité personnelle très forte à exprimer quelque chose, une évaluation, un goût personnel, m'exprimer moi à travers ces films. Trouver un chemin qui me permettait de m'identifier moi, en mettant en avant mes goûts à travers les films. Et donc la critique m'a tout de suite passionné et ensuite il y a eu la découverte des magazines de cinéma. Voilà, ça s'est accompagné de lectures, j'imagine. Dans un premier temps, le magazine Première qui était très populaire dans les années 80 et que j'ai lu de manière très fervente à partir de l'âge de 12-13 ans. Et dans un deuxième temps, à 15 ans, la découverte des cahiers du cinéma. Ouais. Et que le cinéma pouvait être un objet de pensée et d'écriture. Et assez tôt, je pense qu'à l'âge de 16 ans, j'ai pu me formuler que mon destin, pour employer un grand mot, serait d'écrire au cahier du cinéma. Et j'ai eu la chance que ça se produise. Donc, Et évidemment, moi j'imagine que tu rencontres les écrits de Danet aussi, par exemple. Ouais. Quelles ont été les critiques comme ça que tu lisais ou encore une fois les rendez-vous que tu te donnais ou tu... Alors moi, quand j'ai découvert les cahiers dans les années 80, Danet n'écrivait plus, il écrivait dans Libé. Libé, oui. Ouais. Et je me suis mis à lire Libé un peu après les cahiers. Donc j'ai plutôt découvert Danet par Libé, puis ensuite par les recueils d'articles. Ouais. Et j'étais évidemment très très frappé à la fois par sa capacité à élaborer des théorie un peu englobante sur le cinéma à travers des films, mais aussi plutôt à la fin de sa vie, lorsqu'il s'empare du cinéma comme d'un outil autobiographique, notamment dans ses derniers livres comme Persévérance, et où le cinéma devient les petits cailloux posés sur un chemin qui est sa propre vie. Ça me bouleverse complètement, et donc ça a été très très marquant, mais j'ai été aussi marqué collectivement par la rédaction des cahiers des années 80. Qui était constitué de qui? Olivier Assayas, par exemple, qui était un peu le jeune de l'équipe et qui écrivait sur les objets qui pouvaient le plus me parler, peut-être, un cinéma un peu rock, qui allait, disons, de Cronenberg à Jarmusch, mais aussi Bergala, Bonizar, qui m'ont vraiment appris énormément de choses. J'ai découvert qui était Barthes, qui était Lacan en lisant Bonizar et Bergala. Les critiques de Bonizar sont assez incroyables. Je me rappelle, il y avait une critique du Pulp Fiction de Tarantino, là. Je trouvais ça lumineux, quoi. Ouais. Il avait des fulgurances comme ça. Dans Trafic. Oui, parce que les cahiers n'aimaient pas du tout Pulp Fiction, et moi non plus à l'époque. Effectivement, Bonizar de la distraction. Distraction, c'est ça. Hein. Ouais. Et oui, son texte était très fort et allait à contresens de l'opinion des cahiers de l'époque. Ouais. Donc, mais aussi, je vais continuer sur la critique. J'ai aussi été extrêmement marqué par l'équipe cinéma de Libération des années 80. Et pas seulement Danet, mais aussi Gérard Lefort, dont j'ai adoré la manière de s'amuser avec le cinéma, de faire des textes extrêmement joueurs, drôles, d'une extraordinaire vivacité, et aussi Skorecki, qui est une sorte Louis Skorecki, donc qui était un ami de Serge Danet et qui a écrit dans Libé des années 80 aux années 2000. Et notamment une chronique quotidienne sur les films à la télé, et qui était une sorte de réappropriation de l'histoire du cinéma à travers un esprit assez délirant et qui réussissait presque tous les jours à dire des choses jamais dites et jamais pensées même, tellement son esprit était paradoxal sur le cinéma, qui m'éblouissait. Mais c'est curieux parce qu'on m'a demandé aujourd'hui un film qui s'appelle Les Cinéphiles, donc qui est épuisé, mais on m'a demandé aujourd'hui. Oui, c'est ça, également des films. Alors, comme je demandais à chaque invité, je t'ai demandé une liste de films en lien ou pas avec ton ouvrage sur Delphine Seyrig, mais je prends juste le premier. Tu m'as mis en numéro 1, pas en numéro 1, mais le coffret Jacques Demy.
Et ça, voilà, ça nous permet de raccrocher aussi un peu. Jacques Demy est le numéro 1. Voilà. Bon, alors. C'est pas seulement le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment à la fois le premier chronologiquement, c'est peut-être le premier cinéaste. Je vois Les Demoiselles de Rochefort à l'âge de 8 ans, je crois, et Podane avant l'âge de 10 ans, et c'est assez facile, je n'ai aucun mérite, mais j'arrive à identifier la permanence d'un style entre les deux films, et la mise en place d'un univers personnel très fort où la musique et la couleur en sont les constituantes majeures. Et je peux dire que je comprends ce que c'est qu'un artiste de cinéma et un auteur grâce au cinéma de Jacques Demy. Et puis un peu plus tard, adolescent, j'ai découvert Les Parapluies de Cherbourg, Lola, et chacun de ces films a été vraiment une sorte d'outil existentiel décisif pour moi. Et même ces films, et Dieu sait qu'il y en a, ces films un peu ratés, un peu boiteux, où la musique est un peu moche et où quelque chose dans la représentation est mal régulé. Même ces films-là, en fait, ont beaucoup compté pour moi. Des films comme Parking, comme Lady Oscar, qui sont des films plus malades de Jacques Demy. Parking avec Francis Huster. Ouais. Ah oui. Le film avait été écrit pour David Bowie, il s'est retrouvé avec Francis Huster, donc forcément ça change un peu la donne. Mais je l'aime quand même beaucoup. Oui, parce que tu parles de. Bah, c'est marrant parce que tu parles de Podane. Moi, je me rappelle avoir montré Podane à mes neveux et mes nièces. J'ai vu ma belle-sœur me regarder avec un regard noir comme ça. Mais qu'est-ce que tu montres à mes enfants qui avaient 7-8 ans ou voilà. Ça semble le bon âge pour voir un peu. Oui, c'est ça. Non, mais bon, elle s'attendait pas à voir comme ça mise en scène d'une manière un peu une proposition d'inceste comme ça. Tu parles de ton arrivée à Paris. Et tu parles de la mort de Delphine Seyrig et de Jacques Demy à quelques mois d'intervalle. Moins que ça, une dizaine de jours. Une dizaine de jours, voilà. Et donc oui, effectivement, je me souviens de ces deux unes de Libération qui étaient vraiment mon quotidien. D'abord sur Seyrig et puis sur Demy, et ça correspondait pour moi à un moment donné où tout à coup ce dont j'avais envie qu'il devienne ma vie professionnelle, la critique du cinéma et donc tous les gens qui faisaient le cinéma, comme je quittais la province de Paris, devenaient très très proches, et en même temps quelque chose s'éloignait avec la mort de ces deux personnes qui avaient été aussi constitutifs de ma cinéphilie. Donc effectivement, mon arrivée à Paris est associée à ce double chagrin qui est la mort de Delphine Seyrig et de Jacques Demy, coup sur coup. Et c'est assez beau la façon dont tu parles de ces photos que c'est Agnès Varda qui te. Ouais, les Cahiers du cinéma avait fait un gros dossier sur Jacques Demy. Ouais. Et Agnès Varda avait retrouvé des images du tournage du Podane où on voit l'arrivée de la fée par le plafond. C'est-à-dire qu'elle déchire le plafond et tombe dans la chambre de la princesse au ralenti. Et donc on voit la manière dont a été fabriquée cette scène. Il y a un grand échafaudage qu'on ne voit évidemment pas dans le film, et au sommet de l'échafaudage il y a Delphine Seyrig dans sa robe de la Fée des Lilas qui regarde le vide, et Jacques Demy, on sent qu'elle a peur, et Agnès Varda qui légende les images le raconte. Delphine a peur de sauter, et Jacques Demy lui prend la main et lui parle à l'oreille pour lui dire n'aie pas peur, vas-y, saute. Et donc c'est un montage de plusieurs images où on voit Delphine Seyrig sauter dans le vide et devenir flou en tombant, et Jacques Demy qui la regarde tomber, et Agnès Varda termine en disant Delphine saute d'abord, Jacques 10 jours après, et ça m'avait vraiment bouleversé en effet. Alors oui, Delphine Seyrig, pourquoi Delphine Seyrig, pourquoi faire un livre sur Delphine Seyrig, pourquoi faire Delphine Seyrig aujourd'hui? On est quand même dans une période sans raccrocher ça à cet événement MeToo qui est un séisme très important, mais ton livre est irrigué de tout ça, de toutes ces résonances en fait. C'est de son cinéma, son parcours militant et intellectuel, c'est le dernier plateau de ma perception de Delphine Seyrig. Que je n'ai mesuré qu'à assez tard, par rapport au moment où j'ai découvert d'abord ce qu'elle avait fait chez Jacques Demy, puis à l'adolescence chez René et chez Truffaut, et un peu plus tard chez Duras et Ackerman. Et ce n'est qu'un peu après encore que j'ai découvert qu'elle avait été une pionnière du féminisme, qu'elle avait été très très proche de la création du mouvement de libération des femmes en 1970, et grâce à YouTube, donc assez récemment,
depuis une dizaine d'années, compulsivement, j'ai cherché à voir sa présence dans des émissions de télévision. Il y en a beaucoup et les vidéos sont devenues un peu virales sur YouTube, notamment dans les réseaux de jeunes féministes. Et je dirais que c'est la dernière image frappante pour moi d'Edwin Serig, c'est sa puissance d'intervention dans l'espace public et la force de conviction de sa parole sur cette question de la discrimination, des injustices liées au genre. Et ça a rendu, même si Edwin Serig l'accompagne donc depuis toujours quasiment, ça a rendu particulièrement opportun d'écrire sur elle aujourd'hui et de mettre en évidence ce caractère de pionnière qui avait été le sien. Et donc tu structures ton livre avec plusieurs entrées qui sont des entrées chronologiques mais qui sont aussi des entrées thématiques. C'est comme si on savait pas par où prendre. Ça fait vraiment plaisir que tu dises ça comme ça parce que effectivement je voulais que ça ne soit pas chronologique, que ça ne commence pas de son premier film jusqu'au dernier, mais en même temps j'avais envie qu'il y ait une dimension un peu narrative, donc il y a quand même un peu de ça, mais je l'ai découpé autrement en essayant de répondre, que chaque chapitre réponde à la question qui est Delphine Seyrig. Donc c'est une dame, une apparition, chaque chapitre a pour titre quelque chose qui la qualifie. Chaque chapitre me permet de retraverser l'œuvre par un angle différent, et en même temps dans l'ordonnance de ces chapitres, j'ai essayé malgré tout que ça rejoigne un petit peu une chronologie, même si c'est une chronologie un peu perturbée. Mais parce que tu commences par cette citation, tu commences ton ouvrage par cette citation d'elle qui dit: j'ai vraiment cherché à être de la pointe de mes pieds au sommet de mon crâne une dame. Voilà, elle dit ça pour la promo de Marianne Bad. Voilà, c'est ça. Premier long métrage qui est un peu le film, qui est un film très impressionnant, et il y a quelque chose sur Seyrig qui dit énormément de choses sur ce que va être aussi ce Delphine Seyrig au cinéma. Moi, je suis allé revoir en salle récemment, et c'est vrai que le film reste impressionnant. Le film reste impressionnant de par sa performance à elle, et puis au niveau de la structure. Ouais. Moi, j'adore le film. Je connais des gens qui n'arrivent pas à y entrer. Qui trouvent le film trop maniéré, Moi, j'adore son maniérisme, mais c'est un film un peu clivant, qui reste un peu clivant aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Mais sur ta question, ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est à la fois un film qui va imprimer une image très forte, qui va être reproduite pendant au moins une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'elle va incarner des dames extrêmement sophistiquées, une idée de la féminité très glamour, très élaborée, un jeu un peu expressionniste, avec de plus en plus une dimension ironique portée sur ce glamour et ce côté féminin hyperbolique. Mais ensuite, elle va aussi s'en sentir un peu la prisonnière de cette image très forte imprimée par derrière Marianne Bad, du côté grande dame dans des robes de soirée extrêmement sophistiquées. Et le deuxième moment de sa carrière va construire quand même à détruire cette image de Marianne Bad, avec essentiellement, bien sûr, en premier lieu, Jeanne Dielman de Chantal Akerman, où là, elle joue le rôle d'une femme middle class qui n'a plus rien de glamour. Mais c'est aussi intéressant de voir quel est le parcours donc de cette femme qui moi je savais pas du tout qu'elle avait joué dans les Sherlock Holmes, qu'elle avait eu des petits rôles comme ça très jeune. C'est une fille c'est une fille de la haute bourgeoisie. C'est ça. Enfin, c'est un parcours. Vas-y. Si j'ai choisi de commencer par cette citation où elle dit que pour Marianne Bad, elle a voulu devenir une dame, c'est parce que cette citation, elle est étonnante par rapport à son origine sociale, puisque être une dame, c'était sa vocation depuis le début, puisque sa mère était aristocrate, s'appelait Hermine de Saussure, Ferdinand de Saussure, le grand théoricien du structuralisme, était son oncle, son père était un haut fonctionnaire issu de la très grande bourgeoisie. Elle avait à la fois le capital économique, mais aussi le capital intellectuel et culturel. Toutes ces faits s'étaient penchés sur elle dès sa naissance. Et donc, qu'elle dise qu'elle a voulu se réinventer en dame, c'est étonnant puisqu'elle était programmée pour l'être. Sauf qu'entre-temps, quand elle était très jeune fille, elle avait choisi de se déprogrammer et comme disons la minorité intellectuelle de la jeunesse un peu bohème des années 50, d'abord dans le Paris rive gauche de Saint-Germain-des-Prés,
Elle faisait partie de cette jeunesse existentialiste où les filles s'habillaient en noir, portaient des pantalons, avaient les cheveux courts. Elle avait quelque chose d'androgyne et qui rejetait tous les signes extérieurs de la grande bourgeoisie qui lui avait été transmis. Puis ensuite, elle a vécu plusieurs années à New York où là, elle s'est installée avec son mari peintre à Greenwich Village et a fréquenté toute l'avant-garde. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, elle avait tout fait pour détruire la dame qu'elle était programmée à être. Et ce qui est intéressant, c'est que le cinéma a rejoué ce parcours biographique. C'est-à-dire qu'au cinéma, elle est née dame avec Marianne Bad, comme 30 ans plus tôt dans la vie, et elle va le détruire par le cinéma, comme elle avait détruit dans les 30 premières années de sa vie, en choisissant de rejeter tous les signes des classes dominantes. En même temps, avant le cinéma, c'est une grande rencontre aussi avec le théâtre. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un parcours, c'est vraiment une... C'est pas vraiment une grande rencontre. C'est-à-dire qu'elle commence à l'âge de 19-20 ans par prendre des cours de théâtre, mais elle va beaucoup galérer. Elle va autant galérer au théâtre, un peu moins, mais quand même vraiment galérer. Et durant toutes les années 50, elle travaille un petit peu, mais pas tellement. Elle rate plusieurs fois le concours d'entrée au TNP, le Théâtre National Populaire de Jean Vilar, où elle rêve d'entrer parce qu'elle adore Gérard Philippe, et on trouve que sa voix ne porte pas assez, qu'elle n'est pas assez déclamatoire, et donc pas faite pour le théâtre. Et en fait, elle revient au théâtre comme une vedette de théâtre dans les années 60, dans un théâtre plus d'avant-garde que celui de Vilar, qui est celui de Claude Régis, et c'est un peu grâce à Marianne Bad quand même. C'est-à-dire elle était auréolée de... Voilà. C'est quand même le cinéma d'arrêt d'auteur qui a défini son statut de grande dame du théâtre des années 60. Mais c'est curieux parce que quand on pense à Seyrig, on pense à cette personne assez iconique, et en même temps tu parles de tous ces rendez-vous manqués. Tu parles du TNP, de Vilar, tu parles aussi d'une certaine façon, la première fois qu'elle va à l'Actor Studio, elle n'est pas acceptée, voilà. Tu parles aussi de la Nouvelle Vague, qui curieusement, elle n'a pas tourné de film emblématique avec la Nouvelle Vague. Elle a quand même tourné avec Truffaut et Demy, mais plutôt des seconds rôles. Voilà. Et René, quand même, j'avais 2 films majeurs, mais René, il y a un statut un peu satellite dans la Nouvelle Vague. Hybride, un peu, ouais. Mais et puis moi, ce que j'ai appris, c'est Beckett. Beckett, incroyable, c'est presque du mécénat. Voilà. Avant même qu'elle ne soit une actrice reconnue, Roger Blin, le metteur en scène de théâtre et acteur, était son professeur de comédie et rêvait de monter un auteur irlandais qui vivait à Paris et qui était presque inconnu, qui avait publié quelques pièces aux éditions de Minuit, mais qui se vendait assez mal, et voulait créer un Asmand Godot, et grâce à un héritage, Delphine Seyrig lui a permis, parce qu'il n'arrivait pas à le monter, de créer la pièce de Beckett, qui a été un très grand succès. Et beaucoup plus tard, 10-12 ans après, elle a fini par jouer du Beckett et est devenue amie avec Beckett. Elle a même fait un film adapté de sa pièce comédie, tourné par Beckett en co-réalisation avec Marine Kermit. Donc elle a été proche de Beckett, mais elle a été proche de beaucoup de gens dans des avant-gardes, pas seulement cinématographiques ou théâtrales, mais aussi par son mari, par la peinture. Elle a connu Alice Neel, Laurence Kelly, Rochenbach, Jasper Jones. Mais c'était l'avant-garde des arts plastiques. Son frère était Francis un Messiaen. C'était quand même, elle était au bon. Et par le cinéma, elle a été très proche de Rob Grillet et Duras, donc du nouveau roman. Et en même temps, tu parles du rendez-vous manqué avec Nathalie Sarraute. Oui, qui, à ma connaissance, elles ne se sont pas rencontrées, mais j'utilise un concept de Sarraute qui est le soupçon pour dire que Delphine Seyrig, par la distanciation qu'elle amène dans son jeu au cinéma, elle rejoint la théorie du soupçon de Nathalie Sarraute qui consiste à dire que la modernité, c'est précisément de s'interroger de manière réflexive sur toutes les conditions de la représentation, et je pense que Delphine Seyrig, dès qu'elle joue, elle fait ça en fait. Elle met à distance ces personnages, la représentation, la narration. C'est vraiment l'actrice absolue pour moi de la déconstruction. Mais c'est intéressant. J'aime beaucoup le chapitre que tu consacres au corps, et où tu nous présentes 2 catégories de comédiennes pour toi. Les comédiennes du visage, peut-être parle-nous de ça, et les comédiennes du corps. Celle du visage, donc oui, c'est une tentative. Non, mais c'est assez stimulant parce qu'évidemment qu'on pense à des films, on pense à des styles de jeu. Tu me parles d'Adjani, de Liliane Guiche à Isabelle Adjani, il y a des comédiennes dont le visage est le pic expressif de leur personne,
et d'autres comédiennes où c'est plutôt tout le corps. Là, je cite Isabelle Huppert, qui est une actrice extrêmement physique, où tout le corps en fait est un ensemble expressif. Et je dis que Delphine Seyrig, c'est plutôt une actrice du corps. Et en cela, une grande actrice de théâtre, mais c'est le rapport qu'elle crée entre sa silhouette et l'espace autour qui crée de la signification. Mais c'est vrai que quand on pense à Seyrig, on pense à la beauté de son visage et tout ça, mais on pense à une sorte de roseau comme ça, ou de façon de tenir un port de bras. Vraiment comme un roseau, effectivement, il y a quelque chose de très mobile dans la façon de se tenir. Elle ondule. Elle a des bras toujours très très ballants qui font des gestes très amples. Comme si effectivement il y avait un léger souffle de vent qui la faisait onduler. Mais ce que je dis aussi, c'est que c'est plus encore qu'un visage, je dirais que c'est encore plus une voix qu'un corps. Oui, voilà. Alors, il y a tout un chapitre sur la voix, évidemment, parce que quand on pense à Delphine Seyrig, on l'entend quelque part. Il y a quelque chose. Michael Lonsdal qui parlait d'elle, un violoncelle, quoi. Ce qui est beau, c'est que ça pourrait aussi valoir pour Lonsdal. C'est-à-dire que la voix de Lonsdal, sa manière très mystérieuse de monter sur certaines syllabes, de descendre sur d'autres de façon totalement imprévue. C'est vrai. Il y a chez les deux, quand ils disent une phrase, c'est toujours un peu une aventure. Le sens reste un peu en suspens, on ne sait pas trop comment ça va se finir. Oui. Et c'est pas un hasard si Duras a construit Indiasson, qui est un grand film sur les voix, à partir de ces deux voix qui sont sûrement les plus marquantes de tout le cinéma français. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que alors pour écrire ce livre, toi tu vois beaucoup de films, du moins tu vois les films de Seyrig, tu lis, j'imagine, voilà. Oui, à commencer par une biographie de Mireille Branger qui est très bien faite et qui m'a appris beaucoup de choses factuelles sur Delphine Seyrig. Mais est-ce que tu vas voir des comédiennes, par exemple, pour leur demander, qui ont été contemporaines de Seyrig, qui ont joué ou qui ont été peut-être rivales, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que c'est dans tes remerciements, j'ai vu qu'il y avait des remerciements. Oui, mais c'est presque un gag. D'accord. Non, effectivement, je remercie certaines actrices, mais c'est plutôt par la place qu'elles ont occupée dans mon imaginaire, dans la manière dont elles m'ont permis de construire un discours sur le cinéma à travers les actrices. Mais je les ai pas rencontrées pour parler de Delphine Seyrig et je l'ai quand même envisagé, c'est-à-dire que je me suis dit que je pourrais aller voir Bulogier qui a été très proche d'elle, mais finalement j'ai préféré être seul avec elle en fait et ne pas m'encombrer de la parole des autres. D'accord, ok. Non, qui a été qui aujourd'hui est encore contemporain ou de Seyrig, je me pose la question. Il y a celui qui a été son compagnon pendant plus de 20 ans, c'est Samy Frey. Bulogier, tu l'as pas rencontré? Non, que je n'ai pas rencontré, non. Et il y a Bulogier. Après Lonsdal était déjà décédé lorsque je commençais le livre. Non, il y a à peu près que en fait dans les grands contemporains de Seyrig. Jean-Pierre Léaud, mais non plus, j'ai pas cherché à le rencontrer. Ouais. Mais par contre, après avoir écrit le livre, il se trouve que pour mon travail de journaliste de cinéma, j'ai fait une interview récemment avec Isabelle Huppert. Et Isabelle Huppert, au tout début de sa carrière, a joué dans un film qui s'appelle Aloïse, de Liliane de Kermadec, où elle joue la jeunesse du personnage, ce qui occupe à peu près un quart du film. Les trois quarts du film, c'est la maturité du personnage, et le personnage est dès lors incarné par Delphine Seyrig. Et donc j'ai demandé à Isabelle Huppert de me raconter, mais elle a très peu croisé, puisqu'elles sont pas dans les mêmes scènes, puisqu'elles jouent le même personnage, mais c'est la seule personne que j'ai interrogée sur sa relation avec Delphine Seyrig. Après, j'avais quand même interviewé, avant même d'avoir le projet de ce livre, j'ai plusieurs fois dans ma vie interviewé Michael Lonsdal. À chaque fois, un peu en fan, je lui demandais de me raconter des choses sur Delphine Seyrig, mais je ne savais pas quel usage j'en aurais à l'époque, sinon de le raconter dans les interviews. Je crois qu'il y a Agnès Varda, que j'ai assez bien connue, aussi m'a quand même un peu parlé de sa relation. Elles étaient très amies, donc elle m'a aussi un peu parlé de Delphine Seyrig. J'ai quand même eu accès à des témoignages, mais qui ne m'ont pas directement servi pour le livre. S'il y a évidemment des questions ou des... Oui. Attends, je vous donne le micro. Oui, j'essaie de retrouver un film dont je n'ai plus ni le titre, ni les coordonnées, ni la date, peut-être année 75, je ne sais pas, où elle est vraiment, mais alors extraordinairement femme puissante. C'est un peu un film où elle est campée en Barbarella à certains moments. C'est un film de 1968, que j'ai trouvé à l'époque extraordinaire et que j'aimerais bien retrouver. C'est Mr. Freedom de William Klein.
Oui, c'est une sorte. C'est un film assez drôle. Ouais, il est pas très connu. Ouais, il est très drôle. C'est une comédie sur une satire de l'impérialisme américain, où une sorte de Captain America qui s'appelle Mister America dans le film arrive en France pour mettre au pas la France de 1968, qui est soupçonnée par les États-Unis d'être sujette à une dérive communiste. Et Delphine Seyrig joue le rôle d'une Barbarella, effectivement, qui serait la compagne d'une sorte de Gaulle métamorphosé en super-héros qui longtemps. Mais en fait, on découvre que si elle fait semblant de faire le jeu de l'impérialisme des Américains, en fait, elle est maoïste et elle est traîtresse. Hein. Et elle est géniale dans le film. Elle a une espèce de grande perruque qui est comme une grosse boule orange et un peu Jackson 5. Et effectivement, elle est un peu en pom-pom girl, hein, cheerleader. Ouais, très haut et très érotique. Hein. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour ce livre, donc c'était hyper intéressant. Et justement, c'est un moment qui m'a intéressé, c'est le moment avec cette histoire d'héritage de son oncle suisse qui a versé à Roger Blanc. Je sais pas d'où ça vient cette générosité, à votre avis en fait. Est-ce que ça vient du fait que, comme vous dites, s'est sentie étrangère dans tous les pays à cause de son enfance Beyrouth, etc. Donc, à votre avis, en fait. Ouais, mon opinion, non, je sais pas si c'est lié à ça. Je pense que il y avait un rapport affectif très fort avec Roger Blanc, qui était un peu déçu parce qu'ensuite, lorsqu'il a monté Beckett dans les années qui ont suivi, il n'a jamais fait travailler dans un moment où elle cherchait du travail. Donc, je crois qu'elle a été un peu déçue de l'ingratitude de Roger Blanc. Je pense que c'était deux raisons. D'une part, Roger Blanc était un peu dépressif à l'époque parce qu'il n'arrivait pas à monter Beckett. Elle a voulu l'aider parce que il était son ami et un homme qu'elle admirait. Et aussi parce que, là, de façon plus large, toute sa vie, elle aura fait tout ce qu'elle pouvait. Et à un moment donné, elle pourra, en acceptant les propositions qu'on lui fait, mais être du côté de l'audace, l'invention, l'avant-garde, et de faire avancer les formes de l'art, et que elle a senti qu'il était impérieux pour l'histoire du théâtre que Nathan Godot soit créé. Je pense que c'est aussi son côté amatrice éclairée des arts qui a fait qu'elle a donné tout son argent à Roger Blanc pour qu'il monte Godot. Oui, on fait pas ça tous les jours en fait. Il faut avoir les moyens de le faire déjà. Mais c'est juste une fois, je pense qu'elle a fait ça. Ouais, ensuite, il lui suffisait de faire les films en tant qu'actrice reconnue pour leur permettre d'exister. Et pas donner ses économies personnelles. Une question que j'ai aussi, je veux que vous faites beaucoup de parallèles avec Isabelle Huppert, en fait, notamment sur le choix de réalisateur, de rôle, etc. Donc Isabelle Huppert aussi, elle n'accepte pas n'importe quoi, mais je pense vous parlez plus d'Isabelle Huppert au début de sa carrière, parce que en ce moment, je pense qu'elle accepte tout, en fait, à partir de Daronne. La Daronne, elle accepte tout, non? Oui, alors je dirais que avant Isabelle Huppert, je parle d'une autre actrice qui est un peu une actrice jumelle de Delphine Seyrig, qui est Jeanne Moreau. Oui. Et Delphine Seyrig, en fait, lorsqu'elle est une très très jeune comédienne, elle va aller à Avignon avec son copain de classe de théâtre qui est Philippe Noiret, qui est aussi inconnu qu'elle, et ils vont assister un peu au dernier rang à la représentation du Cid de Jean Vilar avec Gérard Philippe, et elle va adorer le spectacle, et elle va voir une jeune actrice qui est à peine plus âgée qu'elle sur scène, et elle va vraiment vouloir devenir cette actrice, et c'est Jeanne Moreau. Et il y a beaucoup de similitudes entre Jeanne Moreau et Delphine Seyrig, l'étrangeté de la voix, l'étrangeté de leur beauté aussi. Et puis, ce qui est intéressant ensuite, c'est que Jeanne Moreau va passer avant Delphine Seyrig dans l'œuvre des plus grands cinéastes. C'est-à-dire qu'elle tourne avec Buñuel, avant Seyrig, Truffaut, Demy. Il n'y a que Duras que Delphine Seyrig va rencontrer avant Jeanne Moreau. Au théâtre, elles ont Claude Régis en commun. Donc il y a une gémellité de leur carrière. Mais il y a une grande différence. J'ai pas l'impression. Non, je crois pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles passent à la mise en scène en même temps. Au milieu des 70, l'une et l'autre décident de réaliser. Non, je crois qu'elles s'entendaient très bien. Et d'ailleurs, Jeanne Moreau a été présidente du jury du Festival de Cannes une année où Delphine Seyrig avait plusieurs films à Cannes, India Song, Jeanne Dielman. Et Jeanne Moreau a tenu à lui remettre un prix spécial pour sa contribution au cinéma contemporain. Donc je pense qu'il y avait une estime réciproque. Mais il y a aussi une grande différence, c'est que Jeanne Moreau est une actrice qui a toujours été... en dépit de l'exigence de sa carrière, assez populaire, très populaire même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire que 100% des Français savaient qui était Jeanne Moreau, ce qui n'a jamais été le cas de Delphine Seyrig, qui a toujours été une star de niche.
Et parce que Jeanne Moreau a fait aussi des choix de films populaires qui rééquilibraient en termes de notoriété l'exigence de ses choix à enchaîner Duras et je dirais qu'Isabelle Huppert, de ce point de vue-là, est peut-être plus héritière de Jeanne Moreau que Delphine Seyrig, puisque, comme vous dites, parfois on a l'impression qu'elle peut aussi accepter n'importe quoi. Je pense que même dans ces 10 dernières années, elle a quand même fait un certain nombre de grands films, ne serait-ce presque elle de Paul Verhoeven, donc elle ne fait pas non plus que n'importe quoi. Mais donc Isabelle Huppert, par sa notoriété, combinée à son exigence, est peut-être plus proche de Jeanne Moreau en fait que de la ligne très très radicale qu'a tracé toute sa vie Delphine Seyrig. Merci beaucoup. Et juste dernière question, désolée. À votre avis, pourquoi Delphine Seyrig a refusé la piscine avec Alain Delon? J'ai compris qu'il a plusieurs. Alors ce qu'elle a dit à l'époque, c'est qu'elle n'avait pas envie d'être filmée en maillot de bain, mais juste après, elle accepte de tourner le film dont vous parliez de William Klein. Donc on voit bien que c'était pas le maillot de bain le problème. Je pense que c'était plutôt la manière de regarder une femme en maillot de bain, qu'elle pensait que ce film de Jacques Deray serait vraiment montrerait le personnage féminin d'un point de vue strictement masculin, avec un mode d'érotisation qui, je pense, la dérangeait et allait contre ce qui commençait à se constituer de ses convictions féministes, alors que la manière presque queer dont William Klein la filme en maillot de bain dans Mr. Freedom, elle est complètement dans le sens de l'image du féminin qu'elle voulait construire. Pas en conflit avec ni le réalisateur ni Alain Delon. Non, mais je peux imaginer, mais c'est vraiment là, c'est de l'intuition, hein, qu'elle ne pensait pas que Jacques Deray était un très grand cinéaste, et que vu ses positions politiques, elle n'avait pas non plus forcément envie de passer 3 mois avec Alain Delon. Non, mais là attendez, question et puis. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Delphine Seyrig comme réalisatrice et plus particulièrement le film Sois belle et tais-toi qui vient de ressortir en salle? Oui, bien sûr. Au début des années 70, elle découvre que il existe des ateliers de formation à la vidéo, dont un mené par Carole Roussopoulos, qui est donc une vidéaste militante qui documente les manifestations, les mouvements sociaux, qui fait des films sur les premières manifestations féministes, sur les manifestations ouvrières, et qui donne aussi des cours pour vivre aux femmes essentiellement, parce qu'elle pense que, donc Carole Roussopoulos pense que le cinéma est le domaine des images réservé aux hommes, et que la vidéo, parce que c'est beaucoup plus maniable et beaucoup moins cher, permettra l'émergence d'une parole minoritaire. Et donc elle veut entraîner les femmes à prendre la parole avec cet outil très maniable qu'est la vidéo. Et Delphine Seyrig donc découvre l'existence de ces ateliers, s'y rend, devient très très amie avec Carole Roussopoulos, et ensemble, et avec quelques autres femmes qui deviendront aussi ses amies, elles vont fonder un collectif qui s'appelle Les Insoumises, et vont faire plusieurs films qui sont c'est pas des fictions, c'est des documentaires, et plutôt des documentaires avec un contenu politique fort, féministe, et au bout de 2 ans, elle décide de faire un film qu'elle signera seule, en dehors de ce collectif, qui est Sois belle et tais-toi, où Carole Roussopoulos est quand même très présente, puisque c'est elle qui le filme, elle est la chef opératrice, mais c'est ce projet qui consiste à donner la parole à 23 actrices pour qu'elles racontent leurs conditions de travail, les contraintes afférentes à leur travail. Ce film-là, ça sera vraiment son œuvre à elle. C'est elle qui interroge ces 23 actrices. Elle 23 actrices, Jane Fonda, Ellen Burstyn, des actrices de oui, pas seulement. C'est ça qui est, ce qui est beau, c'est qu'elle n'a fait aucune sélection. C'est-à-dire qu'elle a passé une annonce ou utilisé ses réseaux pour dire qu'elle avait ce projet, qu'elle demandait à des actrices de se raconter. Et toute seule, dans Jane Fonda, elle s'était amie parce qu'elle avait tourné chez Joseph Losey quelques années plus tôt. Donc certaines actrices ont dit qu'elles voulaient en être, mais c'est des actrices venues de tout pays, italiennes, québécoises, américaines, françaises, anglaises, et toute notoriété, toute génération confondue. Il y a à la fois de très jeunes filles comme Maria Schneider ou des actrices beaucoup plus âgées, et Delphine Seyrig n'a fait aucune sélection. Toutes celles qui ont voulu y être, y étaient. Et ça c'est très beau parce que c'est vraiment une démarche totalement inclusive. Voilà. Et donc il n'y a pas que des actrices connues, il y a aussi des actrices totalement inconnues. Non, je crois que j'ai terminé sur le film.
À moins que vous ayez une autre question sur ces films. Mais dans le dispositif également de Sauve et tais-toi, il y a quelque chose de très radical, hein, du plan fixe, de laisser la parole, de pas intervenir, de pas jouer. Ouais. Elle a retranché toutes ces questions du film. C'est-à-dire c'est un questionnaire qu'elle a de 5-6 questions qu'elle pose à toutes les comédiennes qu'elle rencontre, mais au montage, elle a retranché les questions. Donc il n'y a que les réponses, à une exception près. Il faut déduire les questions des réponses. Et ça crée un effet de surgissement de la parole sans aucune digue. Parce qu'elle retire les questions, c'est vraiment une parole en cascade, il y a un effet de geyser très très fort, et pour utiliser, disons, une expression très contemporaine, de libération de la parole, puisque on a vraiment le sentiment, vu leur état d'émotion, que ces femmes sont sidérées qu'on leur pose ces questions. Oui. Les questions, c'est, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tourner une scène chaleureuse avec une autre femme, c'est-à-dire pas une scène de compétition autour d'un homme ou de rivalité sur quelque sujet que ce soit, et elles réalisent, quand on leur pose la question, un, qu'on ne leur a jamais posé cette question, et deux, que cette question est extrêmement pertinente, puisque pour la plupart, Jane Fonda accepté, elles n'ont jamais eu l'occasion de jouer ça. Que systématiquement, lorsqu'elles ont eu une scène avec une autre femme, il était question d'un homme, et c'était plutôt un rapport de compétition, de rivalité. L'amitié féminine était quelque chose qui, à l'époque, n'était pas représenté. Ce fameux test de Bechdel, voilà, qui a été créé 10 ans plus tard. Je me suis toujours demandé si la dessinatrice qui a créé ce test, Bechdel, connaissait le film de Delphine Seyrig. Il est possible que non et que ce soit un hasard, mais en tout cas, c'est vraiment la même question. Donc ce test qui évalue le sexisme des films. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un des critères. En fait, il faut qu'il y ait dans un film, pour qu'il ne soit pas sexiste, au moins une scène entre deux femmes qui parlent d'autre chose que d'un homme. Ce qui est hallucinant, c'est aussi ces interventions télé. On se rend compte de la violence machiste des émissions télé de l'époque, mais des émissions grand public, quoi. Je sais pas, ça va de Pivot à Bellemare, à Drucker, je sais pas, c'est vraiment. Il y a cette scène sidérante d'émission télé de la fin des 70 où Michel Drucker lui dit vous êtes une femme qui pense. Et de manière très calme, sans s'énerver, elle lui répond mais toutes les femmes pensent, seulement très peu ont l'occasion de le montrer. Ouais. Et c'est vrai que vu d'aujourd'hui, c'est assez sidérant qu'on puisse aussi impunément poser ce type de questions. Et il y a toujours quelque chose aussi où alors ce qu'on lui renvoie au visage, c'est sa beauté. C'est-à-dire que c'est sa beauté et son extraction bourgeoise ou plutôt aristocratique. Ça sera Madame Seyrig. J'ai oublié ma note, mais qui passe à gauche en robe Chanel, voilà. Qui pense à gauche en robe Chanel, voilà. C'est ça. Ça sera toujours ça qui lui sera opposé. À partir du moment où elle devient plutôt une invitée très prisée par les plateaux de télévision qui déjà dans les années 70, avant Cyril Hanouna, adoraient les clashs. Donc elle est vraiment invitée face à des cohortes d'hommes sexistes pour créer de l'électricité négative. Et ce qu'elle fait de manière très vigoureuse. Et donc on la voit s'énerver, être très en colère sur des questions comme la légalisation de l'avortement. Et effectivement, le lendemain dans la presse, il y a des commentaires souvent très véhéments, insultants sur son attitude, et on la renvoie effectivement pour délégitimer sa parole à ses origines sociales, à sa distinction, sa manière de s'habiller. Ce type de beauté froide, codée, un certain code de beauté. Je crois, dans mon souvenir, parce que j'en ai vu à l'époque un certain nombre, c'était ce qui revenait aussi. Comme son port, son maintien. Son élégance. Ce type de femme-là. Et d'ailleurs, il y a un de ses premiers travaux, dont j'ai oublié le nom, un de ses premiers documentaires, qui était une sorte d'analyse comme ça d'une séquence où Françoise Giroud est invitée sur un plateau télé entourée de politiques ou de journalistes, et elle est ministre elle est secrétaire d'État à la condition féminine. Et elle doit se justifier, je ne sais pas de quoi elle doit se justifier, mais... C'est-à-dire que l'ONU avait décrété que 1975 serait l'année de la femme, et c'est une décision qui avait été à la fois très mal perçue par les conservateurs, les tenants du machisme, qui trouvaient ça aberrant qu'on consacre une année à la femme, mais aussi par les féministes, qui trouvaient que c'était une récupération à des fins de communication,
et Valéry Giscard d'Estaing, qui venait d'être élu président de la République française, et qui a créé le secrétariat d'État de la femme avec François Giroud à ce poste, lui a demandé d'organiser durant toute l'année des colloques, des symposiums, et de mettre en place une réflexion sur la condition féminine. Et les féministes, effectivement, ont jugé que c'était totalement insatisfaisant la manière dont cela avait été mené. Et Bernard Pivot a consacré le 31 décembre 1975 une émission un peu à charge qui s'appelait Ouf, l'année de la femme, c'est fini, où dans un dispositif vraiment de piège, il va mettre Françoise Giroud face à un grand cuisinier qui dit que les femmes font de la cuisine, mais font de la cuisine, mais ne font pas la cuisine, ou un créateur de mode qui dit que les femmes savent coudre, mais qu'elles ne savent pas penser un vêtement. Et Françoise Giroud doit répondre à tout ça, et probablement par stratégie, pour ne pas paraître déstabilisée, elle prend tout un peu à la légère. Et donc Delphine Seyrig, Carole Rousseau-Poulos et Yona Vider ont utilisé ces images et les commentent, les annotent, voilà, avec soit en rajoutant des voix off, soit en repassant en boucle tel petit rire qui trahit la gêne ou l'incapacité de répondre de François, les manques de Françoise Giroud, ou en mettant des cartons ironiques. Voilà, mais c'est tant à charge contre le machisme ambiant que contre Françoise Giroud, qui est dans son politiquement correct et qui essaie de... Ouais. Mais c'est même, la cible est même plus Françoise Giroud, et à un moment donné dans le film ça crée presque un malaise, parce qu'on a l'impression que le film est très à charge sur la seule femme qui est à l'image, mais à la fin, malgré tout, il y a un rééquilibrage, puisqu'elles disent que ce n'est pas Françoise Giroud en tant que personne qui visait, mais ce qu'elles veulent montrer, c'est que les conditions ne sont pas mises en place pour qu'il existe un féminisme d'État, et que le féminisme dans la France de 1975 ne peut être qu'une parole pirate, minoritaire, clandestine. Comment est-ce que ça résonne aujourd'hui? Donc, je reprends ma première question du début. Comment tu sens? Comment ce qu'elle a apporté ces films? Parce que on n'a pas parlé évidemment de cette fameuse année 75 où elle est à Cannes avec 3 films, avec India Song, avec Jeanne Dielman de Chantal Akerman, India Song de Marguerite Duras, Jeanne Dielman de Chantal Akerman et Aloïs de Liane Kermadec. Voilà. Et où elle est un peu, c'est un peu son année avec des choix de personnages sans concession, et puis des rôles qui sont parmi et 3 films de réalisatrices surtout. Et de réalisatrices, évidemment, voilà, c'est ça. Parce que elle a à partir du moment où elle dit quelque chose de très beau, elle dit que elle a été bouleversée par mai 68 et par la façon dont la parole contestataire a pu tout à coup occuper un espace immense, et elle a d'abord pensé que quelque chose viendrait qui serait une révolution formelle dans les arts, aussi qu'on ne ferait plus des films de la même façon ou du théâtre de la même façon, mais très vite elle s'est dit que ce qui est venu c'est autre chose pour elle, c'est la conscience féministe. Et à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle n'avait tourné, à l'exception de la Musica de Marguerite Duras qu'elle tourne en 67, mais jusqu'en 74, elle n'a tourné qu'avec des hommes. Et elle pense qu'il est absolument impérieux que les femmes créent leur récit, prennent la parole, et elle va pouvoir, en 1975, faire ces 3 films qui sont très très différents formellement, et en même temps qui décrivent 3 situations d'enfermement, puisqu'Aloïse, c'est l'histoire d'une femme artiste qui va passer toute sa vie dans un asile psychiatrique. India Song, c'est l'histoire d'une femme d'ambassadeur qui est totalement piégée par sa vie mondaine et son statut d'objet d'une sorte de prédation sexuelle autour d'elle, et qui finit par se suicider, et Jeanne Dielman, qui est le grand film de l'enfermement domestique. Donc c'est 3 situations d'enfermement qu'elle va pouvoir incarner au service d'une parole de femme cinéaste. Donc pour elle, c'est pas seulement parce qu'elle est à Cannes avec 3 films, c'est vraiment une sorte d'apothéose de ce qu'elle a cherché, de pouvoir être porteuse d'un regard féminin sur le monde. Et d'ailleurs, c'est à peu près au même moment, parce qu'on peut dire qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire en tant qu'actrice avec ces 3 films, et c'est à ce moment-là qu'elle devient cinéaste. Elle entreprend après ces films-là, Sois belle et tais-toi. Alors moi, j'aimerais beaucoup voir aussi, parce que à la fin du bouquin, tu parles d'une réalisatrice allemande, Ulrike Oettinger. C'est ça. Il y a eu 2 films. Je sais pas si ces films sont visibles, mais ça a l'air d'être. Ces films. Donc Ulrike Oettinger, c'est une cinéaste allemande de la génération de Fassbinder, Schröter, Wenders, qui fait partie du nouveau cinéma allemand, et qui, avec Werner Schröter, en incarne le point le plus excentrique, le plus anti-narratif, le plus foldingue. Même c'est vraiment comme des grands carnavals, les films de Ulrike Oettinger. Et ces films n'auront jamais été distribués en France,
Et Seyrig d'ailleurs dira, c'est par hasard si on distribue Schroeter, même si c'est de manière un peu clandestine, mais au moins on peut voir ses films en France et pas celui de son homologue féminin qui est Ulrike Oettinger. Et donc cette cinéaste d'avant-garde allemande, à un moment donné où le cinéma français l'a un peu mis sur la touche dans les années 80, va l'inviter 3 fois à jouer dans ses films. Et le premier film, Freak Orlando, est un film très impressionnant qui réécrit le Orlando de Virginia Woolf. Voilà, c'est ça. Oui. Et où elle joue plein de personnages. Voilà, où elle joue plein de personnages. Oui. Ouais, non, mais je sais pas, ça m'a intrigué. Je me suis dit. Et je pense pas qu'il y ait enfin, je crois pas. Tu sais mieux que moi qu'il y ait des éditions DVD. Bah non, pas d'édition française. Mais il faut s'y mettre. Voilà. Mais je sais pas, j'aimerais bien savoir ce que ça vaut aussi. Voilà, comme au-delà du témoignage. Après, on peut voir ces films, on peut les, ça va te choquer énormément ce que je veux dire, mais on peut les télécharger illégalement sur Internet. Non, c'est bon, je survis. Des questions encore, les dernières questions, avant qu'on passe à la dédicace. Voilà. Non, mais bon, voilà, tout ça pour dire que là, voilà, moi j'ai appris 1000 choses dans cet ouvrage qui est passionnant, qui donne envie de revoir. Alors, bonne nouvelle, le film Jeanne Dielman va ressortir en salle en avril et en DVD en fin d'année, septembre, novembre, chez Capricci. Donc, et il y aura un coffret Ackerman 2024 qui est annoncé. Donc, chez Capricci aussi. Donc, faut être un peu patient, mais c'est des films qu'on va réussir à voir et à revoir. Non, mais bon, il y a énormément, il y a énormément de choses, mais bon, je vous invite surtout à vous plonger dans. Et puis en plus, bon, voilà, je vais pas avoir de compliments, mais c'est très bien écrit. C'est très bien écrit, c'est très agréable à lire. Et voilà, et c'est encore une fois, il y a quelque chose de si personnel, donc on sent que voilà, c'est écrit par quelqu'un qui a aimé ces films, qui a aimé cette comédienne. Et et on finit peut-être sur ma première question. Donc Seyrig aujourd'hui, alors non, double question. Comment ça résonne encore une fois avec l'époque, avec notre époque, et où est-ce que tu vois des héritiers, des héritières, tant au niveau des comédiens, peut-être plus au niveau des comédiens plutôt qu'au niveau des hommages, des références, du méta ou qu'on retrouve. Tu parles de Bertrand Mandico, tu parles de Yann Gonzalez, mais plus des comédiennes. Où est-ce que tu vois les héritières? Donc 2 questions. Moi, j'ai été très frappé il y a déjà 25 ans. Hein, voilà. Quand j'ai découvert Jeanne Balibar, oui. Dans les films de Desplechin, puis surtout dans Dieu seul me voit de Poudalidas, où Denis Poudalidas joue dans ce film une sorte d'Antoine Douanel des années 90, et la manière dont dans ce rôle de Anna Festival, Jeanne Balibar intervient, j'ai trouvé qu'il y avait un côté Fabienne Tabar, et que dans les tranchées de la voix de Jeanne Balibar, la sophistication de ses postures, elle héritait de quelque chose de Seyrig, et puis depuis, j'ai su que Jeanne Balibar était ultra fan de Delphine Seyrig, et l'automne dernier, elle a créé un spectacle qu'elle a mis en scène, qu'elle joue et qu'elle a mis en scène, c'est un seul sur scène, qui s'appelle Les Historiennes, dont un tiers du spectacle est consacré à Delphine Seyrig. Donc je pense que c'est vraiment une source d'inspiration très très forte pour elle. Et alors, moins sur des questions de ressemblance ou de similitude de jeu, je vois dans la parole d'Adèle Haenel, dans sa colère, dans son emportement, dans son courage aussi, pour dénoncer des inégalités, des injustices, de remettre en cause la façon dont on fait les choses, une audace qui est héritée vraiment de Delphine Seyrig. Oui, c'est vrai. Oui, évidemment, mais c'est vrai que Et aujourd'hui, donc, la figure de Seyrig, comment tu la vois Ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'elle disparaît, ça fait déjà presque 10 ans qu'elle est tenue à l'écart du cinéma français, qu'elle a plus du tout le même statut qu'elle avait dans les années 60 et 70. Dans les 20 années qui suivent sa disparition, donc de 1990 à 2010, je pense que son souvenir est toujours très vif pour certains cinéphiles qui ont été amoureux de ces films des années 60 ou de Duras et Ackerman, mais malgré tout, c'est quand même une passion minoritaire. Et je dirais que depuis, par le féminisme, elle a conquis des gens qui l'admirent et dont l'entrée n'a pas été le cinéma, mais peut-être plus YouTube et sa parole dans l'espace public, sa résonance contemporaine très très forte, son caractère de pionnière.
qui font qu'elle n'a jamais été aussi présente dans l'espace public depuis peut-être les années 70. Enfin, aujourd'hui, elle est très 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 présente. Ces films ressortent. On fait des pièces de théâtre, pas seulement celle de Jeanne Balibar, mais dans l'année écoulée, il y a eu 4 pièces de théâtre, soit sur Les Insoumises, soit sur la figure de Delphine Seyrig. Donc voilà, elle est présente dans les esprits à la fois cinéphiles, féministes, dans l'espace public, comme elle ne l'a jamais été depuis très longtemps. Alors, moi, je vous propose juste, à moins qu'il y ait une dernière question, mais je voulais passer une image de Baiser volé, donc l'apparition de Fabienne Tabard. Je pense que c'était bien de finir la rencontre comme ça, sur cette note-là, avant de passer à la dédicace. Ah oui. Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici. Le magasin est fermé. Toutes les clientes faisaient comme vous. Toutes les clientes faisaient comme moi. Toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabard. Je suis la femme du patron. Oh, excusez-moi, je suis vraiment confus. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail. C'est vous le nouveau. Oui, c'est moi. Oui. Antoine, c'est ça?
Qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures? Trop dorées pour la robe. Oh, vous avez raison, je vais jouer autrement. Allez me chercher une paire de sandalettes comme celle-ci, mais à bout de satin noir, du 4,5. D'accord? Oui. Et pour ne pas changer, monsieur Tabar qui s'impatiente. Vous voulez répondre? Allô? Je comprends pas bien ce que vous me dites. I don't speak... moment. C'est en anglais, je comprends rien. Allô? Yes. Yes, I know, I'm late. I'm sorry. Yes? Well, you go ahead, we'll join you. I'm sorry I was tied up at the store. Right, there's Jeannette. I'm sorry. George is waiting outside. Goodbye. Ça vous ennuie de me rapporter ça à l'appartement? Vous me montez maintenant? Bon, je file. Bonsoir, Antoine. Vous savez comment on fait, hein? Vous travaillez bien tard. Juste, on va faire la dédicace là, mais juste quelques mots quand même sur l'extrait. Et il est assez étonnant, je trouve, même, je sais pas, le rythme des chants contre chants et tout ça. Il y a quelque chose qui, il travaille quelque chose d'assez. D'abord, il y a l'effet d'extrême dilatation de l'apparition de Delphine Seyrig par la mise en scène. Ouais. Le fait qu'il multiplie des espaces intermédiaires sans les couper. On aurait pu imaginer un montage beaucoup plus cut. Et là, je dirais qu'il y a l'héritage d'Hitchcock dans la mise en scène chez Truffaut. Il crée quasiment un effet de suspense, presque rien, qui est quelle est l'origine de ce bruit qu'il a entendu dans le débarras des chaussures et dont on ne connaît pas l'origine. Donc tout à coup, il y a une montée dramatique par des effets de dilatation de la mise en scène qui en font un très très joli moment de cinéma. Il y a l'utilisation de ce chant qui est vraiment le chant d'une sirène, oui, et qui donc attribue à Delphine Seyrig et à la voix de Delphine Seyrig, qui est un élément absolument décisif de son jeu, ceux d'une sirène. Et puis même quand ils sont l'un en face de l'autre, c'est un chant contre chant, il n'y a pas la même valeur de plan, et puis ouais, c'est très haché, c'est comme si c'était des flashs presque. Oui, bien sûr. C'est l'effet de l'apparition. Oui, voilà, c'est ça. C'est des flashs. Et il y a aussi la manière de la cadrer avec davantage d'espace, de la mettre en relation avec le lieu, c'est souvent une actrice qu'on a envie de filmer en plan large, en fait. Oui, complètement, ouais. Et même la scène quand ça arrive vers le téléphone et lui est derrière, là, comme ça, la main sur le stylo, parce qu'on va avoir un meurtre en direct, ou je sais pas, il y a quelque chose de... Non, mais c'était... Et on peut dire, c'est juste dans ce qui suit, comme il est détective, en fait, il est en fait infiltré dans cette boutique de chaussures. Alors, il doit mener une enquête sur le patron, qui est Michael Lonsdale, et qui est l'époux de Delphine Seyrig. Et donc, il va faire un rapport, et il y a la scène d'après, dans une cabine téléphonique, il va qualifier la découverte de la femme du patron, et il va dire donc ce mot-clé qui est ce n'est pas une femme, c'est une apparition. Et entre la première scène où Delphine Seyrig apparaît dans le film, celle-là où elle est vraiment filmée comme une apparition, et la dernière scène où elle rejoint Antoine Doinel dans son studio pour avoir un rapport sexuel avec lui, il y a un long monologue du personnage qui va expliquer que justement elle n'est pas une apparition, mais qu'elle est une femme, et qu'une femme c'est en fait une construction, qu'elle s'est maquillée, qu'elle s'est apprêtée. Et ce qui est très troublant, à la fois ce qui est très intelligent dans le film, c'est d'avoir construit cette espèce de mystique de la femme et de la star de cinéma comme apparition, et de la déconstruire ensuite par cette scène où elle dit que justement elle n'est pas une apparition mais une femme. Et ce qui est beau, c'est que le discours de Delphine Seyrig, enfin de Fabienne Tabar dans le film, est très très proche de celui de Jane Fonda dans Sois belle et tais-toi.
qui va raconter comment on l'a construite aussi pour être le type féminin qu'elle a incarné dans ses premiers films pour la Warner. Et ce que dit Jane Fonda est presque identique. On m'a maquillée, on m'a apprêtée, on m'a reconstruite. Voilà. Et donc très très proche du monologue de Delphine Seyrig dans Baiser volé. Bon, tout est là dans le livre. Un grand merci à toi, Jean-Marc, pour le temps. Donc, on fait la dédicace ici pour l'ouvrage est sur la table près de la caisse et voilà. Jean-Marc se prêtera au jeu.